Bonjour, dans cette vidéo, je vais faire le cours sur le mouvement des particules chargées dans un champ électrique et magnétique. Alors nous, on va se limiter au cas où le champ électrique et magnétique sont uniformes et constants. Néanmoins, à la fin du cours, je vais quand même regarder ce qui se passe si le champ magnétique varie lentement, hein, puisqu'il y a quelques... En fait, ça va correspondre à des applications qu'on verra à la fin. Vous avez ici un exemple de mouvement d'une particule chargée, c'est la trajectoire en vert dans le champ magnétique terrestre, hein. Donc on parlera, ce sera à la fin du cours, du piégeage des particules chargées autour de la Terre par la magnétosphère. Bon, on va tout de suite démarrer le cours, donc je vais commencer par présenter les différents aspects du cours et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Alors voici le plan du cours. Alors premièrement, on commencera par présenter le point principal du cours, c'est la force de Lorentz. Donc je vais faire quelques remarques sur cette force. Ensuite, on va attaquer dans le deuxième partie le cas du champ électrique, uniquement du champ électrique, uniforme et constant. Troisième partie, uniquement le champ magnétique uniforme et constant. Et puis dans la quatrième partie, on verra des applications de ce cours-là. Alors, on va tout de suite commencer par la force de Lorentz. Alors, son expression, c'est vraiment le point fondamental du cours, hein. C'est-à-dire que si vous ne savez pas ça, ben c'est même pas la peine, hein. C'est vraiment le point de départ. Donc, la force qui s'applique sur une particule chargée, je note Q, sa charge, dans un champ électrique et magnétique, elle s'écrit comme ça. Donc ça, c'est vraiment le point essentiel du cours, hein. Sinon on ne fait rien, hein, sans cette expression. Donc ce qu'on peut déjà regarder, c'est la puissance de cette force. Parce que on va voir qu'il y a sur les deux composantes, il y a une composante électrique qui est due au champ électrique et une composante magnétique, c'est la deuxième partie. Et la deuxième partie, on va voir que elle est de puissance nulle, c'est-à-dire qu'elle ne peut ni accélérer ni ralentir une charge. Donc, faisons la démonstration. Donc, je vais calculer la puissance de cette force. Ça vaut quoi? Ça vaut Q E plus V vectoriel B. Et par définition, hein, de la puissance, hein, on fait scalaire la vitesse. Du coup, il y a deux composantes dans cette force. Donc une partie électrique et une partie magnétique. Bon, rien d'extraordinaire, hein. J'ai juste distribué le vecteur vitesse dans la parenthèse. Et ça vaut forcément 0. Pourquoi? Parce que, regardez ce terme-là, ce vecteur, V vectoriel B, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à la vitesse. C'est obligatoire, hein, c'est par construction du produit vectoriel. Et si je fais scalaire V, forcément, ça fait 0. Et excusez-moi, c'est pas un vecteur, c'est un scalaire, hein, la puissance est un scalaire. Du coup, ce que ça veut dire, c'est que donc, la puissance de la force de Lorentz, elle ne peut avoir une contribution non nulle que par l'intermédiaire du champ électrique. Donc il n'y a que le champ électrique qui peut accélérer ou ralentir une particule chargée. Le champ magnétique, lui, il en est incapable, il ne peut pas le faire, hein. Tout ce qu'il peut faire, c'est dévier la trajectoire de la particule, c'est tout. Et on va détailler ça dans la suite du cours. On va admettre, donc ça c'est aussi un résultat, un petit résultat, hein. Et on va admettre le résultat suivant, qui est l'énergie potentielle d'une particule de charge Q dans un potentiel électrique V, c'est Q fois V de M. Donc ça, ce sera vraiment très pratique, comme on le verra dans un instant, pour calculer la vitesse que peut acquérir une charge lorsqu'on la met dans un champ électrique. Si je prends le gradient de cette énergie potentielle et que je mets un moins devant, ça fait une force. Donc ça fait moins gradient
de l'énergie potentielle. Et je sors la charge, donc ça fait plutôt Q fois moins gradient de V. V étant le potentiel électrique. Hein. Alors cette relation, on l'a déjà rencontrée en fait. Alors pas sous cette forme-là, mais quand vous la regardez bien, c'est une quantité de charge fois quelque chose qui est homogène à une tension. Et ben vous avez la même chose lorsque vous regardez la puissance, enfin l'énergie que consomme un dipôle électrique. Hein, c'est une formule qui ressemble. Alors c'est pas Q, mais c'est I fois D2T. Hein, quand vous avez un dipôle électrique, donc là je fais référence au cours d'électronique, hein, je vous laisse regarder, mais vous avez une formule qui ressemble à celle-là. Si je regarde cette expression, la force, c'est Q fois moins gradient de V, et si on regarde l'expression de la force de Lorentz, en fait ce truc-là, en fait c'est le champ électrostatique. C'est quelque chose que vous verrez en détail l'an prochain. Donc on va, toute cette partie-là, hein, qui est ici, je vous demande de l'admettre. Voilà. Vous reverrez ça en détail l'an prochain. Voilà, donc là j'ai dit l'essentiel pour la force de Lorentz, hein, puissance magnétique, la contribution magnétique à une puissance nulle. Il n'y a que le champ électrique qui peut accélérer ou ralentir une charge. Et puis vous avez l'énergie potentielle d'une particule chargée Q dans un potentiel électrostatique V. Et donc on va utiliser ça dans toute la suite du cours. Alors, on va s'attaquer au cas du champ électrique uniforme et constant. Donc je vais travailler dans un référentiel galiléen. Le système, ça va être une particule chargée. Donc particule chargée. La charge, on la note Q, la masse M. Bilan des forces. En fait, je vais négliger toutes les forces, sauf la force électrique. Donc on a F égale QE. Je vais complètement négliger le poids, donc ça c'est assez raisonnable, parce que si je prends l'exemple de l'électron, alors c'est vrai que c'est un peu particulier, parce que l'électron est particulièrement léger, du coup je peux complètement négliger le poids. Alors, en général, la force électrique, elle domine, hein, la force gravitationnelle, donc on peut dire qu'il n'y a effectivement que cette force-là. J'applique le principe fondamental de la dynamique, donc c'est masse fois l'accélération égale QE. Et du coup, j'en déduis que l'accélération est égale à QE sur M. Et comme je suis dans le cas d'un champ électrique uniforme et constant, c'est particulièrement simple de trouver le vecteur position. La vitesse et le vecteur position, il suffit d'intégrer deux fois. Pourquoi? Parce que ce vecteur-là, c'est un vecteur constant. C'est un vecteur constant, donc ça ne pose absolument aucune difficulté de trouver le vecteur position. Alors, je vais intégrer une première fois. Donc, le vecteur vitesse, c'est QE fois T sur M. Plus un vecteur, plus une constante, hein, évidemment, comme j'ai intégré, la primitive est définie à une constante près, et elle va déterminer cette constante par les conditions initiales. Donc je vais prendre V0. Donc, la condition initiale, c'est la vitesse à l'instant initial. Je prends V0. Et on peut vérifier, hein, que quand vous avez une condition initiale comme ça, c'est vrai que c'est toujours bien de vérifier. Quand je prends t égale 0, effectivement, V, ça vaut V0, donc tout va bien. Donc j'ai bien choisi le vecteur constant. Donc là, j'intègre une seconde fois et j'obtiens le vecteur position que je note R. Donc ça fait QE sur M. Alors QE sur 2M, T carré. Ce calcul-là ressemble, c'est comme le calcul pour la chute libre.
hein, avec une accélération de pesanteur uniforme et constante. Donc ici on a V0 t, plus un vecteur constant, et évidemment le vecteur constant, en fait il est nul. Pourquoi? Parce que je vais choisir l'origine de mon repère telle que au départ, en fait, je sois à l'origine du repère. Après tout, c'est une convention, je prends une solution finalement qui m'arrange, et donc on a cette expression-là qui est toute simple. Donc voilà l'expression du vecteur position, et en fait on a deux cas qui sont ceux qu'on rencontre dans les dispositifs. C'est le cas où le champ électrique il est suivant la trajectoire initiale de la charge, et dans ce cas on va avoir un champ électrique qui en général on s'en sert pour accélérer les particules. Donc là on va parler de champ E accélérateur. L'autre cas qu'on rencontre fréquemment, c'est le cas où le champ électrique il est perpendiculaire à la direction initiale des particules. Et dans ce cas, on aura un champ électrique qui va dévier la trajectoire des particules, et on va parler de champ électrique déflecteur. Mais fondamentalement, c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours la même équation que j'utilise. Voilà, donc là, considérons le premier cas. Donc je prends le champ électrique comme ça, je prends une charge Q avec une vitesse V0, et pour fixer les idées, je prends Q positif, hein, parce qu'en fait, j'ai envie d'accélérer la particule dans ce sens-là. Et la trajectoire de la particule va être comme ça, et elle va aller de plus en plus vite. Donc c'est une trajectoire, là on a E accélérateur. Donc ça peut être utile hein, pour une fois que vous avez accéléré vos charges, vous pouvez faire quelque chose de l'analyse ou des tas de choses avec. Et l'autre cas, c'est on prend un champ électrique qui est déflecteur. Donc je prends les mêmes conditions initiales. Donc imaginez une charge comme ça, qui a une vitesse initiale comme ceci, et le champ électrique il est perpendiculaire cette fois-ci, et bien la particule, ce qu'elle va faire, c'est que sa trajectoire va être déviée, comme ceci. Et dans ce cas, le champ électrique, on dit qu'il est déflecteur. Donc c'est un usage, c'est deux usages différents. Évidemment, je peux prendre le champ électrique comme je veux, évidemment, mais en général, c'est les deux qu'on rencontre. Dans la suite, je vais encore m'intéresser au cas du champ électrique et je vais déterminer la vitesse que peut acquérir une particule dans un petit accélérateur de particules. Alors, je vais m'intéresser à un dispositif c'est simple de décrire le principe. Donc, je prends une électrode que j'appelle 1, et ici, je prends une deuxième électrode. Je la mets sous forme d'une grille. Pourquoi une grille? Parce que mon idée, c'est d'accélérer, on va dire, des électrons. Et ce serait bien que les électrons qui arrivent ici, j'ai envie d'en faire quelque chose derrière, donc ce serait bien qu'une partie d'entre eux traverse la grille, en fait, par l'élan qu'ils ont, hop, ils traversent la grille, et je peux en faire quelque chose juste derrière. Donc, et entre les deux, je mets une différence de tension. Donc je tire deux câbles et je mets un générateur. Alors si je veux, c'est les électrons que je veux accélérer. Donc si je veux accélérer les électrons, vous pouvez, je vais mettre U comme ça. Après tout, U peut être négatif, mais en fait, si vous voulez accélérer les électrons, il faudra prendre U positif. Donc ça, en fait, on va le voir dans les calculs. L'idée, c'est vous mettez un filament. Donc, l'électrode 1 doit être chauffée. Donc, il est maintenu à haute température. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On place un filament juste à ce niveau-là. Un peu comme une lampe à incandescence. Donc, c'est les lampes qu'on avait, on va dire, avant les lampes modernes, on va dire, qu'on a aujourd'hui. Pourquoi? Cette lampe-là, ça produit de la lumière, mais c'est surtout que là, c'est très très chaud.
hein, c'est incandescent, ce qui fait que cette électrode est elle-même chauffée par ce filament, et les électrons qui sont à proximité, eh ben, du fait de la très haute température de l'électrode, c'est plus facile pour les électrons de sortir. Donc de temps en temps, ben, il y a un électron qui se retrouve en dehors de l'électrode, et si vous voulez que cette manip fonctionne, il faudra la faire dans le vide. Hein, parce que, évidemment, si vous avez plein de molécules dans les environs, il est très probable que l'électron en fait, réagisse avec les molécules qu'il va rencontrer. Donc, pour réaliser cette expérience, il faut travailler dans le vide. Donc, voilà, on travaille dans le vide. Alors, quand vous avez un tel dispositif, vous mettez une tension, il y a un champ électrique qui apparaît. On peut supposer que le champ électrique est uniforme et constant, et du coup, on peut utiliser le résultat d'avant. Mais en fait, je vous déconseille de faire ça. Il y a une approche qui est beaucoup plus simple, c'est une approche énergétique. Pourquoi? Parce que l'approche énergétique, elle va vous permettre de faire des calculs très simplement. En fait, on ne s'intéresse pas trop aux détails de la trajectoire de l'électron entre l'électrode 1 et 2. Nous, ce qu'on veut juste savoir, ici, c'est quelle vitesse il a l'électron quand il arrive au niveau de l'électrode 2. Peu importe finalement sa trajectoire. Et ça, l'avantage de ça, c'est il y a des calculs qui vont être très simples, comme vous allez le voir dans un instant. Et deuxièmement, on peut aussi, les calculs, ils restent valables, même si le champ n'est pas uniforme et constant. Donc du coup, c'est quand même assez intéressant de ces deux points de vue-là. Alors, si on écrit les calculs, justement, alors, je vais créer l'énergie mécanique de l'électron lorsqu'il est au niveau de l'électrode numéro 1. Alors, il a une énergie cinétique, on va dire énergie cinétique initiale, allez, je la note 1, plus la charge de l'électron, donc c'est moins E, fois le potentiel de l'électrode 1. Donc ça, j'utilise le résultat que j'ai donné, qu'on a admis au début de cette vidéo. J'écris l'énergie mécanique lorsque la charge arrive en 2, donc c'est l'énergie cinétique arrivée en 2, plus la charge de l'électron, fois le potentiel de l'électrode numéro 2. Et je suppose qu'il n'y a pas de force non conservative, donc pas de frottement, il n'y a pas d'opérateur qui viendrait perturber le système, donc pas de force non conservative. Donc c'est une hypothèse. Hein. Et évidemment, c'est à vous de construire le dispositif pour que ce soit le mieux vérifié possible. En particulier, vous faites le vide au niveau du dispositif expérimental. Pour information, ce genre de dispositif, vous pouvez le rencontrer dans certains amplificateurs audio où vous avez des amplificateurs en ampoule, où vous avez justement ce type de dispositif. Hein, vous avez une ampoule justement qui chauffe une électrode, qui émet des électrons, et des électrons sont récupérés par une autre électrode, et il paraît que les caractéristiques acoustiques de tels amplificateurs sont vraiment très très bonnes. Non conservative, donc l'énergie mécanique se conserve. Donc vous voyez que ça va vraiment être très simple. Je vais dire que ça c'est égal à ça, et j'aurai très rapidement la vitesse de mon électron. Alors, je continue. On va écrire ça, donc ça fait l'énergie cinétique en 1 plus moins EV1, ça fait l'énergie cinétique en 2 plus moins EV2. Vous avez, je vais détailler ce terme-là, donc c'est 1/2 de mv carré. Je vais appeler V la vitesse que j'obtiens ici, et je vais négliger l'énergie cinétique initiale devant l'énergie cinétique finale. Alors pourquoi je peux dire ça? Parce que l'électron, en fait, il est extrêmement léger, l'électron. Donc même il peut avoir une vitesse assez grande lorsqu'il sort de cette électrode,
il faut bien comprendre que quand il arrive là, il aura vraiment une vitesse très 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 importante. Donc cette énergie cinétique-là, je peux raisonnablement considérer qu'elle est négligeable. Donc je reprends mon calcul. Donc l'énergie cinétique, c'est 1/2 de mv carré. Bon, allez, on va l'écrire. Ce terme-là, c'est 1/2 de mv carré. Et donc tout calcul fait, bon, je vais écrire directement le résultat parce que c'est quand même pas des calculs très compliqués. La vitesse, c'est racine. Donc je vous laisserai vérifier que je ne me suis pas trompé. Ça fait 2e sur m. Alors, 2e sur m, V2 moins V1. Et V2 moins V1, bah, il se trouve que c'est... bah, regardez le schéma. V2 moins V1, c'est exactement grand U. Donc on peut l'écrire comme ceci. Et pour que la racine soit positive, 2EU sur M. Donc si vous regardez, là, il y a tous les calculs que j'ai faits, et il n'y en a quasiment pas. Hein. Bon, c'est vrai que je n'ai pas détaillé ici, mais c'est vraiment très simple hein, à mener. Il faut juste y penser. Hein. Quand on vous demande la vitesse qu'acquiert une charge dans un champ électrique, pensez à un argument énergétique. C'est particulièrement simple. Si vous n'y pensez pas, eh bien, il faut considérer que le champ électrique est uniforme. Et ensuite, on peut utiliser le résultat obtenu juste avant, hein, puisqu'on a le vecteur position en fonction du temps. On regarde à quel instant on arrive ici. Ça veut dire qu'il faut connaître cette longueur. Une fois que vous avez cet instant, vous pouvez en déduire la vitesse quand on arrive ici. Et c'est un petit peu plus long. C'est pas... Et le désavantage dans ce cas-là, si on ne pense pas à ça, c'est que on fait des hypothèses qui sont pas franchement utiles. Hein. Si je considère un champ électrique uniforme, pourquoi? Parce que j'arrive à faire les calculs simplement, je fais quand même une sacrée hypothèse. Hein, je fais quand même une sacrée hypothèse. Quand vous avez un dispositif comme ça, c'est quand même peu probable que le champ électrique soit vraiment uniforme et dans l'espace interélectrode, alors que c'est franchement inutile, hein, une approche énergétique, et en 2-3 lignes, vous avez le résultat, et ça marcherait aussi si j'avais une forme d'électrode beaucoup plus compliquée, hein, par exemple une forme circulaire, et ici une électrode qui a une autre forme un petit peu compliquée, ça marcherait, ce raisonnement-là, il marche encore. Donc, on peut encadrer le résultat. Hein. Donc pensez-y, hein, l'approche énergétique, c'est quand même, là, ici, particulièrement efficace. Voilà. Donc, on va passer au champ magnétique, hein, voir ce qui se passe cette fois-ci lorsque on a un champ magnétique uniforme et constant. Donc, je m'intéresse maintenant au cas d'un champ électrique, d'un champ magnétique uniforme et constant. Donc, on a toujours même référentiel, toujours même système. Et on veut savoir quelle va être la trajectoire cette fois-ci de l'électron, ou de la charge, pardon, c'est pas forcément un électron, dans un champ magnétique. Alors je vais proposer 2 approches. Première approche, elle va être très rapide, pas très rigoureuse, hein. Mais disons que ça peut être intéressant parce que on pourrait appeler ça le calcul de coin de table. C'est-à-dire que très rapidement, vous pouvez faire une petite équation en 2 lignes, hop, vous avez un résultat, sachant que vous sacrifiez la rapidité, vous sacrifiez la rigueur en voulant être rapide. Mais l'avantage de ce calcul que je vous présente dans un instant, c'est qu'il est extrêmement rapide. Alors, on va dire première approche. Donc là, elle n'est pas très, très rigoureuse. Je vais considérer une charge. Ici, alors pour fixer les idées, je prends Q positif. Mais c'est vraiment pour fixer les idées. Je considère un champ magnétique qui est comme ceci, qui est perpendiculaire au plan du tableau. Et je considère que initialement, la particule, on va dire, se déplace comme ceci.
Donc, c'est-à-dire que je considère que la particule n'a pas de vitesse dans le sens suivant le champ magnétique. Donc ça, on va voir que c'est pas très... En fait, ça ne limite pas vraiment l'étude, parce qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose suivant l'axe du champ magnétique. Enfin, dans le cas d'un champ magnétique uniforme et constant, comme on va le voir un petit peu plus tard. Alors, le champ magnétique, la force magnétique qui s'exerce, c'est QV vectoriel B, et elle ne peut pas accélérer la particule, elle ne peut pas la ralentir. Donc je sais que la particule va conserver sa vitesse tout le temps. Et le champ magnétique, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il ne peut que dévier la trajectoire. Et donc, vous ne serez pas étonné si je vous donne comme consigne, déplacez-vous à vitesse constante, mais vous devez toujours avoir une trajectoire qui est déviée, et toujours de la même façon, hein. C'est-à-dire que tout au long de la trajectoire, vous êtes dévié de la même façon, et bien, a priori, vos trajectoires, ça va être un cercle. Il n'y a pas 36 trajectoires qui vérifient cette contrainte-là. Donc, voilà, hypothèse, on a une trajectoire circulaire. Alors, je me permets, dans cette approche, de manquer un petit peu de rigueur, et je vais me rattraper lorsque je vais faire le calcul dans la deuxième approche. En fait, je vais faire le calcul en entier. Donc je me permets, dans cette première approche, d'être pas spécialement rigoureux. Donc la trajectoire, ça va être quoi? Ça va être un cercle. Alors pour savoir comment va être la trajectoire, en fait, elle va être comme ça, mais on peut le démontrer rapidement. J'utilise la règle de la main droite. Alors là, c'est inversé hein, sur la vidéo. Donc ça, c'est ma main droite. QV, avec Q positif. Si Q avait été négatif, ça aurait été dans l'autre sens. QV, vectoriel B. Et ça donne un... Donc il faut suivre le majeur, hein, qui est vers le bas. Donc ça fait une force qui est comme ceci. La force de Lorentz, hein, la partie magnétique, elle est comme ceci. Et donc la trajectoire, elle va être, on va dire, circulaire, comme ceci. Voilà, donc on a ce type de trajectoire. Et là, ce que je vais faire maintenant, très très rapidement, vous allez voir, c'est que je vais déterminer le rayon de cette trajectoire circulaire. Alors comment je vais faire? Donc je vais simplement écrire, c'est pas très rigoureux, mais je vous ai dit, c'est le calcul de coin de table. Hein, je sacrifie la rigueur cette fois-ci. Je fais la masse fois l'accélération centripète. Et l'accélération centripète, c'est v carré sur r pour une trajectoire circulaire. Ça, c'est égal à la force de Lorentz. Donc c'est QV vectoriel B. Donc là, je ne m'embête pas, je mets Q fois V fois B. Voilà. Donc je vais assez rapidement. D'une certaine façon, là, je prends tous les vecteurs, je les enlève. Le produit vectoriel, je l'enlève. Je fais juste Q fois V fois B. En fait, ça se justifie très bien parce que la vitesse et B sont tout le temps perpendiculaires. Donc en fait, ça marche. Et du coup, le résultat que j'ai, c'est que le rayon, vous faites le calcul, hein, c'est MV sur QB. Donc vous voyez très rapidement, j'ai ce résultat. C'est que le rayon de la trajectoire, c'est MV sur QB. Bien sûr, c'est pas très rigoureux, mais c'est très très rapide. Et je vais reprendre la même chose, mais très proprement. C'est-à-dire que je vais appliquer cette fois-ci le PFD, et je vais résoudre les équations, et je vais retrouver ce résultat. Donc cette fois-ci, je reprends le même problème, mais cette fois, je le fais rigoureusement. Donc le référentiel, allez, on va l'écrire. On va prendre un référentiel galiléen. Le système, donc c'est la particule chargée. Je note Q la charge, M la masse. Le bilan des forces, donc cette fois-ci, il n'y a que le champ magnétique, donc c'est la force, la composante magnétique de la force de Lorentz, donc c'est QV vectoriel B. J'écris le principe fondamental de la dynamique, donc la masse fois l'accélération, c'est égal à QV vectoriel B.
Donc les conditions initiales, enfin la façon dont le champ magnétique, le champ magnétique et la vitesse de la particule initialement, c'est comme tout à l'heure. Hein, je vais considérer le cas où le champ magnétique, il est comme ceci. Donc ici, il est perpendiculaire. Bon, ça après tout, je peux toujours le faire, ça. Hein, je peux toujours, si le champ magnétique est uniforme et constant, il y a forcément un plan qui est perpendiculaire au champ magnétique, donc ça va. Par contre, ce que je vais considérer pour simplifier, c'est que la particule, elle a une vitesse initiale, V0, qui est perpendiculaire au champ magnétique. Hein, je vais considérer ça, et on va voir que ça, en fait, c'est pas très important. On va voir que s'il y a une composante suivant le champ magnétique, ça va juste un peu modifier la trajectoire, mais c'est 3 fois rien. On va traiter ce cas-là très facilement. Donc quand vous attaquez ce problème-là, il faut, on va travailler en coordonnées cartésiennes, et il faut projeter en fait l'accélération et la vitesse en coordonnées cartésiennes. Voilà, pensez à ça, c'est tout simple, mais il faut vraiment juste penser à ça. Donc ça va donner quoi? Alors, ça donne quoi? Ça donne mx secondes, my secondes et mz secondes. Donc pourquoi je vous dis qu'il faut penser à ça? Parce que ce que je constate, c'est que lorsque vous devez utiliser cette équation-là, hein, qui se trouve très rapidement, eh ben, il arrive parfois que vous remplacez v par v0, c'est-à-dire que vous ne savez pas trop quoi faire de la vitesse, hein, donc c'est ce que je constate. Hein, et alors qu'en fait, il faut oublier un instant les conditions initiales, parce qu'en général, c'est ce qui est donné dans l'énoncé, donc on va dire c'est tout frais, parce que vous venez juste de le lire. Et quand vous démarrez la résolution, eh ben, en fait, vous êtes souvent embêté par le V0 parce que vous voulez absolument le réinjecter tout de suite dans les équations. Et non, surtout pas, surtout pas. Ça viendra plus tard, hein, lorsqu'on aura établi l'équation différentielle et quand on aura commencé la résolution. Et c'est seulement à partir de là qu'on va se servir de la condition initiale. Donc pour l'instant, on va simplement écrire la vitesse en coordonnées cartésiennes. Donc je n'ai pas précisé, hein, mais c'est x secondes suivant e de x, y secondes suivant e de y, z secondes suivant e de z. Même chose ici. Et là, vous avez intérêt à avoir une expression du champ magnétique la plus simple possible. En fait, vous avez intérêt à bien choisir votre repère. Et ça, vous pouvez le faire comme vous voulez. Donc évidemment, moi, je vais essayer d'être astucieux. Je vais choisir l'axe Z selon EZ. Donc on choisit. Donc on choisit OZ selon le champ magnétique. Donc je vais le noter comme ça. Donc l'axe Z, il va être comme ça. L'axe des X, je vais le choisir suivant V0. Et donc l'axe des Y, en fait, là, du coup, j'ai plus le choix. Il va être comme ça. On choisit. Et ça, vous avez le droit de le faire. Hein. Évidemment, c'est vous qui choisissez votre repère. Du moment qu'il est orthonormé direct, tout va bien. Hein, donc autant choisir astucieusement les axes. On choisit OX selon V0. Donc ça, c'est des choix qui vont bien m'arranger dans les calculs. Ce qui fait que qui reste comme coordonnées 0, 0 et B. Hein, puisque j'ai choisi B suivant l'axe Z, OZ, et ben, il n'y a qu'une composante qui est non nulle pour le vecteur B. Et ça, c'est suivant E de X. Toute la ligne là, c'est suivant E de Y. Et ça, c'est suivant E de Z. Je calcule le produit vectoriel. Alors, ça donne quoi? Donc, je vais
Du coup, je vais avoir trois équations. Alors, pour la première coordonnée du produit vectoriel, celle qui est suivant x, ça va être y point fois b moins z point fois 0. Du coup, j'oublie pas qu'il y a la charge, donc ça fait q fois y point fois b. Pour la coordonnée suivant e de y, ça va être z point fois 0, donc c'est 0, moins x point fois b. Donc ça donne moins q x point fois b. Et pour la coordonnée suivant z, eh ben en fait, on va trouver 0 parce que ça va être x point fois 0 moins y point fois 0. Donc ça fait 0. Donc j'ai mes trois équations. Et en fait, dans ces trois équations, il y en a que deux qui sont vraiment intéressantes. C'est les deux premières. Donc ça, c'est à peu près évident. Si vous les regardez bien, ces équations-là. Si vous les regardez bien, c'est là qu'on voit qu'il se passe quelque chose. Et la troisième équation, bah, c'est juste z seconde égale 0. Ça veut dire z point égale constante. Ça veut dire que si la particule a une vitesse suivant le champ magnétique, en fait, elle va conserver cette vitesse. Donc en fait, il ne se passe pas grand-chose suivant l'axe dans lequel est le champ magnétique. Dans le cas où le champ magnétique est uniforme. On verra que si ça varie un petit peu, ben, ça a un petit effet quand même. Donc je vais me focaliser sur ces deux équations-là. Voilà, donc j'ai recopié les deux équations qui m'intéressent. La troisième, c'était z seconde égale 0. Donc je reviendrai tout à l'heure. Quand on a un système comme ça, bon, on voit assez rapidement le problème. Si je veux connaître x, il faut que je connaisse y. Si je veux connaître y, il faut que je connaisse x. Et éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est que je dérive la première. Du coup, par rapport au temps, je fais apparaître y seconde. Et du coup, je peux avoir une équation où il n'y a que du x. Donc on va dire, on peut quand même se débrouiller assez facilement avec un système comme ça. Mais en fait, il y a une solution qui est vraiment astucieuse. C'est de travailler en complexe. Donc je vais poser, donc vous allez voir, hein, ça marche très très bien. Donc je pose la variable z, c'est x plus y. Alors, donc je vais noter j. Voilà. Alors, j, c'est le complexe dont le carré vaut moins 1. Hein, donc, pour que les choses soient bien claires, hein, j carré, ça fait moins 1. En mathématiques, on note petit i. Donc, voilà, moi, je prends ces notations-là. Alors, l'intérêt de faire ça, c'est qu'en fait, on va se rendre compte très rapidement que z vérifie une équation très simple que l'on sait résoudre. Donc, ça, c'est pas mal. Deuxièmement, une fois qu'on aura z, on pourra directement interpréter le résultat. Parce que en fait, x plus jy, c'est la position de la charge dans le plan complexe. En fait, c'est la fixe de la charge. Hein, x, c'est la partie réelle, y, c'est la partie imaginaire. Donc, je pourrais directement interpréter le résultat. Et ça, c'est vraiment très pratique, puisque voilà, on va faire les calculs. Une fois qu'on aura z, on pourra tout de suite donner la conclusion. Alors, cherchons l'équation différentielle vérifiée par z. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dériver deux fois. Alors, pourquoi je le dérive deux fois? Parce que je connais x seconde et y seconde. Donc, je sais que si je dérive deux fois z, en fait, je fais apparaître x seconde et y seconde. Ah, donc là, il n'y a absolument aucune difficulté. Hein. J'ai dérivé deux fois des deux côtés. Et je peux utiliser ces équations-là. Donc, finalement, z seconde, ça vaut quoi? Ça vaut QB sur M. Alors, je vais tout de suite mettre QB sur M en facteur. Ça fait X point moins J, Y point. Donc là, j'ai fait une petite erreur. Oui, je me suis trompé. X seconde, c'est Y seconde moins J, X point. Voilà, donc j'ai mal recopié. C'est bien ça, hein. Oui. Alors, quand vous avez ceci, en fait, si vous avez un bon petit coup d'œil, on va dire, et vous vous dites, ce truc-là, il y a j'ai encore fait une erreur, décidément. C'est Y point, donc tant pour moi, hein, moins J, X point. Donc cette fois-ci, là, normalement, il n'y a plus d'erreur.
Donc, je disais, si vous avez le coup d'œil, en fait, vous vous dites, ça, c'est quasiment Z point. En effet, on peut faire la petite transformation suivante. Je multiplie par 1. Donc ça, j'ai le droit de le faire. Je vous rappelle que j carré vaut moins 1, donc moins j carré, ça vaut bien 1, donc il n'y a pas de problème. Et ce que je vais faire, c'est, je vais distribuer j dans la parenthèse. Et je laisse un moins j dehors. Donc ça donne quoi? Ça donne z secondes. C'est égal. Donc il y a moins j cubé sur m. Hein, il y a un j que je rentre dans la parenthèse, et le moins j, l'autre, il reste dehors. Et ça donne quoi? Ça donne j y point. Moins j carré, mais moins j carré, ça vaut 1. Donc ça fait plus x point. Je remanie un petit peu. Et en fait, je me rends compte que ce truc-là, ce n'est rien d'autre que z point. X point plus jy point. Et ce truc-là, en fait, on le reconnaît. C'est égal à z point. Donc finalement, j'ai mon résultat. J'ai z secondes plus, donc je passe le terme de l'autre côté, j cubé sur m. Tous les calculs sont détaillés dans le document qui est dans la description. Hein, tout ce que je fais là, il y a un document qui reprend tous ces calculs. Voilà, donc j'ai une équation différentielle qui est particulièrement simple, vérifiée par z. Alors, cette équation différentielle, je peux l'avoir de deux façons. Soit c'est une équation différentielle du second ordre en z, mais en fait, je vais plutôt éviter de faire ça. Je vais plutôt l'avoir comme une équation du premier ordre en z point. Donc c'est une équation différentielle en z point du premier ordre. Différentielle du premier ordre en z point. Donc, une fois que j'ai fait ça, ça va être très facile à résoudre. Je continue. J'ai recopié l'équation différentielle. Donc, c'est une équation du premier ordre en z point. C'est aussi une équation du second ordre en z. Mais évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment le premier cas. Qu'est-ce que j'ai? Donc, ce qui m'intéresse, c'est ici. Quand vous avez une équation comme ça, on s'intéresse à l'équation sans second membre. Et je note la solution directement. C'est un complexe exponentiel moins j cubé sur m fois le temps. Donc le fait que ce coefficient soit complexe, c'est pas du tout gênant. On les résout comme d'habitude, ces équations. La solution particulière, il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas de second membre. Donc la solution générale, en fait, je vais recopier simplement ce qu'il y a ici, c'est la solution sans second membre. Donc c'est extrêmement rapide là, ce que je fais. Si vous êtes à l'aise avec la résolution des équadifs, ça prend, vous pouvez directement écrire ça. Il n'y a absolument aucun problème. Donc quand j'arrive ici, je fais les conditions initiales. Et z de 0, on regarde. Les conditions initiales sont encore au tableau. Si je regarde, c'est x point initial plus j y point initial. Et x point initial, ça vaut quoi? Ça vaut V0. J'ai justement choisi l'axe des x. C'est à ce moment-là que je m'en sers de V0. J'ai justement choisi l'axe des x suivant V0. Et du coup, j'ai rien suivant y. Donc ça, ce n'est rien d'autre que V0. Mais ça vaut aussi z de 0, c'est égal à a exponentielle de 0. Donc je déduis de tout ça que a, ça vaut V0. Donc c'est des calculs assez habituels.
Et j'ai mon expression de z de t qui vaut, donc assez rapidement, j'ai un premier résultat. Voilà, on peut l'encadrer. Alors, j'ai pas encore la trajectoire, mais presque. Là, j'y suis presque. Oui, bon, c'est pas très bien encadré, mais bon, tant pis. Donc, excusez-moi, là, décidément, je fais plein de petites erreurs. Ici, là, c'est z point que je... Puisque équation du premier ordre en z point, donc c'est z point tout le long. Décidément, je fais des petites erreurs, là. Donc, c'est z point, ouais, c'est bon. Donc, voilà, je reprends. J'ai l'expression de z point de t en fonction du temps. Au passage, ce que je peux remarquer, c'est que si je prends le module de z point, je trouve V0, puisque le module de l'exponentielle complexe, c'est 1. Et donc ça, ce résultat, on le savait déjà, la particule, elle garde sa vitesse V0, elle n'accélère pas, elle ne ralentit pas. Donc on a déjà on démontre ce résultat aussi à partir de cette expression. Maintenant, je vais intégrer une seconde fois, et j'aurai l'expression de z de t. Donc voilà, j'en suis arrivé là, z point de t, ça vaut ça. Et je vais intégrer par rapport au temps. Donc ça donne z de t égale. Alors je sais que comme j'ai une exponentielle, je retrouve l'exponentielle. Vous savez que c'est une fonction qui se dérive bien. Et il faut juste adapter le coefficient devant pour que lorsque je redérive, je dois retomber là-dessus. Moi je fais ça souvent. Pour vérifier que je ne me suis pas trompé dans les primitives, je redérive derrière pour voir si je retombe sur mes pieds. Et normalement, il faut, ici je dois avoir mv0 sur moins jqb. Donc quand je redérive, il y a tout ça qui sort, tout ce qui est en facteur du temps. Le moins j simplifie, le qb aussi, le m, et normalement c'est bon. Et bien sûr, on n'oublie pas une constante d'intégration. Et je vais choisir, on choisit comme condition initiale. Donc ça, c'est pas très important. Comme condition initiale, que la particule est à l'origine du repère à l'instant 0. Donc c'est un choix qui est, on va dire, qui est assez habituel. Ce qui fait que la constante, vu que l'exponentielle de 0, ça vaut 1, la constante, en fait, ça doit être l'opposé de ça. Alors, ça donne ceci. Donc, vous allez vérifier que ça marche. T moins 1. Voilà, vous pouvez vérifier que lorsque t vaut 0, effectivement, l'exponentielle, ça vaut 1, 1 moins 1, donc ça fait bien 0. Donc, et ce que je vais faire, c'est que le moins j, je vais le passer au numérateur, ça va devenir j. Donc ce qui fait que j'ai une expression de z de t. Je l'ai maintenant, finalement. Donc mv0 sur qb exponentielle t moins 1. Donc j'ai mon expression de z de t, et donc maintenant il n'y a plus qu'à interpréter le résultat, donc savoir retrouver en fait la trajectoire circulaire qu'on avait admis lors de la première approche. Pour ce faire, ce que je vais poser, c'est, je vais poser R de R, le rayon R égale mv0 sur qb. Donc évidemment, le fait de poser ça, ça peut être un petit peu embêtant si Q est négatif, parce que je me retrouve avec une grandeur R. Vous avez compris que R, en fait, ça va être le rayon. Si je prends une charge qui est négative, je vais me retrouver avec un grand R qui est négatif. Bon, c'est pas très gênant, en fait. Mais bon, je pose ça, voilà. Au passage, on retrouve l'expression du rayon de tout à l'heure. Et ce que je vais poser, c'est la pulsation cyclotron, donc ça s'appelle comme ça. Donc je mets un petit c, c'est qb sur m. Voilà, je pose ces deux trucs-là.
Et je vais réécrire Z de t, et puis là, je vais interpréter le résultat. Voilà, suis arrivé là, j'ai remplacé R et oméga C. Oui, je prendrai la charge Q positive hein, pour le tracé, pour simplifier, et puis après je traiterai rapidement le cas où Q est négatif. Donc, alors, Z de t, je ne vais pas le laisser comme ça. Je vais faire une petite réécriture, donc c'est pas grand-chose. Mais pour moi, ce sera plus facile d'interpréter le résultat. À partir de là, quand vous êtes en complexe, ce que vous voyez, c'est un exponentiel complexe. Donc exponentiel j fois quelque chose. Fois j fois moins oméga c, fois t. Et bien ça, c'est un complexe qui tourne. Hein, c'est un complexe qui tourne. L'exponentiel complexe, hein, vous savez que c'est module 1. Et lorsque le temps va varier, en fait, l'exponentiel va tourner. Alors si je prends, pour fixer les idées, je vais prendre une charge positive. Donc je vais prendre le cas où on a une charge qui est positive. Donc évidemment, ça va. Juste après, je traite le cas de Q négatif, mais vous allez voir que ça ne change pas grand-chose. Donc si Q est positif, oméga C est positif, hein, je vous rappelle l'expression, c'était QB sur M. Donc avec B est positif, M positif, Q positif, donc oméga C est positif. Donc je vais, à cause du moins qui est là, en fait, le complexe qui est là, il va tourner dans le sens inverse du sens trigonométrique. Donc c'est le sens horaire. Donc ça va tourner comme ça. Je multiplie par un complexe, donc c'est J fois grand R. Alors ce qui m'intéresse, c'est le grand R. Donc en fait, l'ensemble qui est ici, cette fois-ci, tout ça, ben, c'est toujours un complexe qui tourne dans le sens horaire, mais avec un module grand R. Donc au lieu de faire ça, ben, en gros, ben, ça fait ça. Et quand on rajoute ce terme-là, ben, ça correspond à une translation en fait, dans le plan complexe. On descend suivant de moins R, suivant l'axe imaginaire. Donc si on représente le plan complexe, donc ça, on va le représenter comme ceci. Donc ça, c'est l'axe imaginaire, l'axe réel. Donc ça, c'est le réel, ça, c'est l'axe imaginaire. Ma particule, elle part de l'origine, et je suis dans le cas où elle est positive. Je décale de moins R vers suivant l'axe imaginaire, et je vais tourner, en fait, comme ceci. Je peux vérifier que quand t égale 0, je suis bien à l'origine. Donc, si je gradue correctement, si je mets moins JR ici, la trajectoire, elle va ressembler à ça. Donc ça va ressembler à peu près à ceci. Voilà, donc ça fait ce tracé-là. Donc on retrouve une trajectoire circulaire de rayon au grand R. Hein, le grand R, on va le retrouver. On va le retrouver ici. Et dans le cas où la particule est chargée négativement, donc je vais le tracer en vert, donc si dans le cas où Q est négatif, et ben en fait le rayon est cette fois-ci négatif, donc en soi c'est pas gênant hein, au niveau ça. Si on parle de rayon d'une trajectoire, c'est vrai que c'est mieux d'avoir une grandeur positive, mais c'est pas gênant en soi que R soit négatif. Donc on aura toujours moins JR, donc cette fois-ci, ben, je vais le mettre comme ceci, donc on aura moins JR ici, mais comme R est négatif, ben, ça se retrouve au-dessus, et la trajectoire, elle va être comme ceci. Donc cette fois-ci, j'ai une trajectoire qui est parcourue dans le sens trigo. Et ça, c'est pour une particule qui est chargée négativement. Avec le même rayon.
Voilà, j'ai représenté sur le... Bon, du coup, là, c'est... Faudrait que je mette la valeur absolue. Mais je répète parce que c'est pas gênant. Donc, enfin, c'est la même type de trajectoire, c'est circulaire. Quand c'est positif, ça tourne comme ça. Quand c'est négatif, ça tourne comme ça. Au passage, c'est un moyen de reconnaître la charge d'une particule, hein. Dans les premiers, détecteurs de particules, bah, justement, on pouvait connaître la charge d'une particule comme ça, hein, suivant le sens de rotation de la particule. Donc voilà, cette fois-ci, j'ai fait le calcul vraiment en détail, hein, correctement. Et bah, on retrouve en fait le résultat qu'on avait obtenu rapidement, hein, c'est R égale. Je vais peut-être le recopier, hein, c'est un résultat important. Le rayon, c'est MV sur QB. Je mets des valeurs absolues dans le cas où, par exemple, la charge est négative. Maintenant, dans la troisième partie, en fait, on va s'intéresser à des applications de tout ça, hein, je donnerai quelques exemples où on peut rencontrer justement ces dispositifs que je vais décrire dans un instant. Alors, avant de démarrer les applications, il faut quand même que je vous parle de ce qui se passe si la particule a une vitesse suivant le champ magnétique. Alors, dans ce cas-là, on avait vu que z point était nul, donc z point égale constante. Ça veut dire que quand on fait la résolution, on a toujours le mouvement circulaire, donc ça ne change pas. Et on rajoute à ce mouvement circulaire un mouvement de translation à vitesse constante. Et ben ça fait quoi comme trajectoire? C'est exactement ce que vous voyez là. Hein, c'est un mouvement hélicoïdal. Hein, donc c'est une hélice droite ou une hélice gauche suivant la charge de la particule, suivant la vitesse de la particule, suivant l'axe OZ, donc suivant le champ magnétique. Ah, mais bon, on voit que c'est pas très compliqué, hein. Ça fait comme un tire-bouchon en fait, hein, comme trajectoire, ou bien le filet d'une vis. Hein, si vous prenez une vis, si vous prenez le filet de la vis, c'est exactement le même type de trajectoire. Hein. Chaque fois que je fais un tour, j'avance, je me translate d'une certaine distance suivant l'axe de la vis. Dans la suite, ce que je noterai, j'en reparlerai un petit peu plus tard avec le piégeage des particules chargées par un champ magnétique. Je vais dire que V parallèle, c'est la vitesse selon le champ magnétique. Et on aura aussi comme notation, donc c'est V perpendiculaire, donc c'est la vitesse perpendiculaire au champ magnétique. Donc si vous avez un champ magnétique, disons comme ceci, eh bien la vitesse de la particule pourra se décomposer en deux parties. Disons que la vitesse, elle est comme ceci. Voilà, je prends une particule ici. Elle a une vitesse comme ceci. Et ben, je vais la décomposer en deux parties. Vous avez une partie qui va être perpendiculaire au champ magnétique. Donc ça va être une composante qui est comme ceci. Ouais, on va dire comme ceci. Et la composante qui va être parallèle au champ magnétique, elle va être comme ça. Donc ça, dans ce cas-là, ce qu'on aurait par exemple, c'est un mouvement circulaire à la vitesse V perpendiculaire et un mouvement de translation uniforme avec V parallèle suivant le champ magnétique. Donc ça ferait une hélice qui serait à peu près comme ça. Ou éventuellement, ça pourrait tourner comme ça, dans l'autre sens. Non, je dis des bêtises. Oui, ça pourrait tourner dans l'autre sens. En partant de ce point-là, on pourrait aussi envisager
ce mouvement-là. Mais en tout cas, voilà, c'est les notations que j'utiliserai dans la suite. Voilà, donc maintenant on passe aux applications. Donc la première qu'on va voir, c'est le spectromètre de masse. Voilà, avec un titre c'est mieux. Voici le dispositif. Donc à quoi ça sert un spectromètre de masse? Ça sert à faire des analyses. Donc vous prenez un échantillon et vous vous débrouillez pour obtenir des ions. Donc il y a différentes façons de procéder. Donc soit vous avez un four, dans ce cas-là, c'est une chambre, c'est marqué chambre d'ionisation. Donc soit vous chauffez et vous réussissez à obtenir des atomes chargés, ou bien vous prenez un faisceau laser sur un échantillon avec le substrat qui va bien. Donc l'avantage, c'est que dans ce cas, on peut travailler avec des très petites quantités de matière. Toujours est-il qu'il faut se débrouiller pour qu'à cet endroit-là, vous ayez des particules qui soient chargées. Et dans toute cette zone-là, on va imposer un champ électrique uniforme. On va supposer uniforme. Dans la réalité, s'il n'est pas uniforme, ce n'est pas très gênant. L'idée, c'est on va accélérer les particules, et une fois qu'elles ont une vitesse conséquente, la bonne vitesse, elles vont rentrer dans une deuxième zone, qui est ici, où le champ magnétique, lui, il est uniforme et constant, et j'aurai une trajectoire circulaire. Et on va voir que l'arrivée de la particule sur le détecteur, eh ben, elle va dépendre du rapport Q sur M. Et ça permet de faire des analyses, et notamment des analyses très fines avec ce type d'instrument. Alors, commençons les calculs. Alors, je vais aller assez rapidement. Je vais faire toute la phase d'accélération. Donc, je refais le raisonnement. L'énergie mécanique au niveau de l'électrode de la grille numéro 1, c'est égal à quoi? C'est égal à son énergie cinétique. Allez, V1 carré, que je vais tout de suite dire qu'elle est négligeable. Elle est négligeable devant la vitesse, l'énergie cinétique qu'aura la particule lorsqu'elle va arriver au niveau de la grille numéro 2. Plus la charge fois le potentiel de la grille numéro 1, je fais la même chose pour la grille numéro 2. Donc c'est 1,5 de M V2 au carré. Je suis en train de me dire que, V2 au carré, sinon j'aurais pu l'appeler V tout simplement. QV2. Évidemment, je suppose que ces deux énergies mécaniques, c'est les mêmes, c'est-à-dire que je travaille dans le vide, je néglige toutes les forces non conservatives. Et très rapidement, j'ai l'expression de V2. Du coup, je ne fais pas les calculs, je vous laisse vérifier que je ne fais pas d'erreur. Ça fait 2Q sur M. Il y a une racine. Alors, j'essaie quand même de ne pas faire d'erreur. Donc, c'est V1 moins V2. Donc, la tension accélératrice, je vais l'appeler U. Je vais dire que U, c'est V1 moins V2. Donc, c'est à vous d'ajuster U, de le prendre positif ou négatif. Ça va dépendre de la charge, en fait, que vous voulez accélérer. Si vous voulez accélérer des charges négatives, il faudra prendre V1 moins V2 négatif. Si je veux accélérer des charges positives, il faudra que je prenne V1 moins V2 positif. Donc ça, évidemment, ça c'est le choix de l'expérimentateur. Donc c'est qui décider la tension accélératrice. Donc c'est égal à, sauf erreur, de QU sur M. Où U, ça vaut V1 moins V2. Alors... Voilà, j'utilise cette notation-là. Et donc j'ai ma vitesse au point 2, et donc là maintenant j'ai cette fois-ci une trajectoire circulaire, et le rayon de cette trajectoire, on l'a vu il y a un instant. Donc le rayon de la trajectoire circulaire, c'est MV, MV2 du coup, sur QB, où B c'est le champ magnétique qui règne dans cette partie-là de la manip. Je prends l'expression de V2 qui est ici, et je la réinjecte là-dedans. Donc ça va donner quoi? Donc le rayon de la trajectoire, c'est... je suis un petit peu trop loin. Il est là. Là aussi, faites attention, je devrais prendre la valeur absolue pour être tranquille.
Donc je remplace, ça fait M sur QB. V2, ben, je remplace racine de 2QU sur M. Et ce que je vais faire, c'est tout ce qui est dépend de l'expérimentateur, donc le choix de U, le choix de l'intensité du champ magnétique, je vais le mettre d'un côté, tout ce qui est expérimentateur dépendant, et tout ce qui ne dépend pas de l'expérimentateur, donc en fait de ce qu'on va analyser, ben, je vais le mettre de l'autre côté. Donc ça fait 2 U en racine sur B fois racine de M sur... Alors je mets la valeur absolue de la charge. Voilà. Je mets la valeur absolue de la charge parce que c'est là que ça va m'embêter. Et il faut aussi que je mette la valeur absolue de la tension. Bon. Et toute cette partie-là, tout ce qui est ici, on va dire c'est expérimentateur dépendant. Dépend de l'expérimentateur. Donc c'est à lui de choisir convenablement U et B pour que les particules arrivent au bon endroit sur le détecteur. Hein, donc ça fait partie des réglages possibles pour ce genre de machine. Et cette partie-là, bah, c'est dépend de la particule qu'on étudie. Voilà, donc alors ça c'est important parce que en fait, si R c'est le rayon de la trajectoire, en fait entre le point d'injection dans la chambre où il y a le champ magnétique et le point de détection, bah, en fait vous avez 2 R. Donc à un coefficient 2 près, bah, en fait vous avez la position d'arrivée de la particule qui dépend finalement que du rapport M sur la charge, enfin la valeur absolue de la charge. Donc si vous avez un tel dispositif, ce que ça va vous sortir comme résultat, en fait, c'est on va dire, c'est une sorte de spectre. J'ai un petit peu plus de place. Voilà, donc on a ceci. Donc ça, c'est le résultat, en fait, de l'expérience. Donc ici, je peux mettre M sur la valeur absolue de Q. Et là, vous avez... ouais, je vais noter spectre. Bon, je ne sais pas si c'est forcément le bon terme. Non, je vais noter I. Voilà. Non, j'ai noté détecteur. Voilà, donc c'est quand une particule arrive sur le détecteur, bah, ça va donner une contribution au signal, et le signal il va ressembler à ceci. Donc vous avez, allez, on va dire 0. Et puis là, vous avez un pic qui apparaît, qui est plus ou moins intense, et puis ensuite plus rien, puis de nouveau un pic. Là, vous pouvez avoir 2 pics qui sont très rapprochés. Donc c'est par exemple quand vous avez des isotopes hein, qui ont la même charge mais des masses légèrement différentes. Puis vous avez de nouveau un grand pic, et puis etc. Enfin voilà, vous avez un spectre très particulier, et ce spectre en fait c'est une signature de ce que vous analysez. Donc ça peut être des molécules assez complexes. Hein. Dans ce cas, évidemment, la préparation de l'échantillon est très importante, hein, parce que la façon dont vous allez, entre guillemets, pulvériser les grosses molécules pour les couper en petits fragments eh ben, ça va influencer le spectre que vous allez obtenir. Et donc vous avez en fait à disposition un instrument qui est extrêmement sensible. Hein. Notamment, vous arrivez à différencier des isotopes. Donc c'est quand même pas mal. Comme type de matériel pour l'analyse. Donc c'est une analyse qui peut être très fine, et je crois que c'est utilisé par la police judiciaire, hein, il me semble. Hein. Je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que dans les labos de police qui s'occupent d'analyse des échantillons,
vous avez ce genre de matériel et un des avantages, ce que je disais, c'est qu'on peut travailler avec des quantités de matière qui sont très très petites. Donc ça c'est vraiment intéressant, ça peut être vraiment intéressant. Donc voilà pour le spectromètre de masse. Et je vais passer à la deuxième application, l'accélérateur de particules. Donc je passe à la deuxième application. Donc là vous avez un type d'accélérateur de particules où en fait la particule va tourner à l'intérieur, hein, c'est en forme de cercle, hein. Alors vous avez d'autres types d'accélérateurs de particules qui sont linéaires. Donc dans ce cas, on va simplement mettre un champ électrique et on va accélérer la particule. Le désavantage d'un accélérateur linéaire, c'est qu'en général c'est assez encombrant puisque en fait il faut de la longueur et puis des tensions accélératrices qui sont importantes pour espérer obtenir une vitesse importante à la fin. L'avantage de ce type d'accélérateur, c'est qu'ils sont beaucoup plus compacts. Et l'idée, c'est d'accélérer la particule avec un champ électrique. Et les parties demi-circulaires que vous voyez, en fait, ces deux parties demi-circulaires, ça sert juste à dévier la trajectoire et puis avant une nouvelle accélération. Donc vous avez ici le principe, hein. Vous avez ce qu'on appelle les demi-camemberts. En fait, on appelle ça un die. Voilà, donc du coup, c'est pas dorénavant, je l'appelle die. Et l'idée, c'est sur la zone entre les dies, je mets un champ électrique, et c'est à cet endroit-là que j'accélère la particule. Et les dies servent juste à permettre à la particule de faire demi-tour et de repasser dans la zone accélératrice. Donc je peux tout de suite vous donner l'allure de la trajectoire. Donc on part en fait, on injecte les charges dans le dispositif. Voilà, disons ici. Je les injecte comme ceci, et donc ça c'est accéléré sur une petite portion. C'est dans cette zone-là qu'il y a un champ électrique. Ensuite, la particule, bon, évidemment, au bout d'une accélération, elle n'a pas énormément de vitesse, donc elle fait une trajectoire circulaire, bon, qui n'est pas de rayon très important. Mais pourquoi? Parce que la particule ne va pas très vite. La particule revient dans la zone accélératrice. Entre-temps, ce que doit l'expérimentateur, il faut qu'il se soit débrouillé pour que la tension se soit inversée. Hein, parce que l'idée, c'est quand même de toujours accélérer la particule. La particule n'a pas changé de charge entre-temps. Donc il faut avoir inversé la polarité, le champ électrique, en fait, pour de nouveau avoir une accélération. Et quand j'arrive ici, ben, je vais un petit peu plus vite. Du coup, le rayon de la trajectoire, on va voir qu'il va être un petit peu plus grand. Et puis comme ça, avec le demi-tour, je peux faire une troisième accélération. Puis une quatrième, etc. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Donc l'avantage de ce type d'accélérateur, c'est que c'est assez compact. Mais si vous voulez avoir un effet, si vous voulez que ça fonctionne, ça veut dire qu'il y a tout un dispositif pour créer un champ magnétique assez intense au niveau de cette zone-là. Sinon, les particules, elles ne pourront jamais faire demi-tour sur un espace aussi petit. Hein, et donc, ça veut dire que cet accélérateur de particules, vous allez le placer au beau milieu d'un aimant, et en général, l'aimant, il est assez encombrant, lui. Hein, et assez encombrant et assez lourd. Hein, en fait, c'est beaucoup de ferraille, pour dire les choses simplement. Donc, voilà le principe de cet accélérateur. Et on va voir qu'il est vraiment astucieux, hein, parce que si vous réfléchissez 2 secondes à ce type de dispositif, en fait, très rapidement, vous vous rendez compte qu'il peut y avoir plein de problèmes. Un problème tout simple, c'est que si le temps qu'il faut pour faire demi-tour n'est pas le même à chaque fois, ça peut être très embêtant. Ça veut dire que vous êtes obligé, imaginons que ce soit le cas, hein, c'est-à-dire là ça met un certain temps, là ça met un autre temps, là ça met encore un autre temps. Ça veut dire qu'il faut être capable de changer la tension de sens à un rythme qui n'est pas régulier. Donc ça, a priori, c'est compliqué. Ça veut dire aussi que quand vous avez lancé une particule, il faut attendre qu'elle soit sortie de l'accélérateur pour en envoyer une autre. Hein, parce que si le rythme il change, vous imaginez bien que si vous lancez une particule et vous êtes obligé de changer la tension accélératrice à un certain rythme, et qu'au beau milieu, vous relancez une autre particule qui a besoin d'un autre rythme pour être accélérée,
ça va pas. Bon, il se trouve que en fait, ça marche très très bien parce que le rythme à laquelle il faut inverser la tension, bah, c'est toujours le même en fait. C'est toujours le même, c'est une fréquence qui est stable, qui est constante dans le temps, et donc ce qui fait que cet accélérateur, bah, du coup, est très astucieux, hein, parce que vous pouvez envoyer des charges. Alors ça marche quand même par salve, hein, c'est-à-dire que vous envoyez pas mal de charges, et quand vous avez envoyé une salve, en fait, la période d'après, vous pouvez recommencer. Et donc, vous pouvez avoir un débit de charge qui est assez important avec ce type d'accélérateur, hein. Donc, c'est pour ça que bah, ça existe, en fait, hein, tout simplement. Donc, bah, je vais faire des petits calculs. Alors, on va écrire le rayon de la trajectoire. Non, je vais commencer par la tension accélératrice. Donc, pour la énième accélération. Voilà, je traite tout de suite le cas général. Donc, j'écris l'énergie mécanique, je suppose qu'elle est constante. Donc, c'est 1 demi de mvn plus 1 au carré. Donc, Vn plus 1, c'est la vitesse au bout de après la énième accélération. Du coup, je vais le noter comme ça. Plus la charge fois le potentiel d'une des électrodes. Allez, je mets I. Donc I, ça vaut 1 ou 2, hein, suivant que la particule elle aille vers la droite ou vers la gauche. Donc I égale 1 ou 2. C'est égal à quoi? C'est égal à la vitesse, enfin l'énergie cinétique avant la énième accélération. Donc c'est V de n-1 au carré, plus la charge fois le potentiel, J, et bah, J, si I vaut 1, bah, J, ça vaut 2. Hein, donc c'est... Bon, bref. Et un petit calcul, et vous arrivez très rapidement à cette équation-là. Plus 2Q sur M. Et je note la tension accélératrice comme ceci. En fait, le U que vous voyez là, en fait, ici, ce serait VJ moins VI. Et pour faire les choses proprement, c'est tout ce terme-là que je rends positif avec la valeur absolue. Donc l'idée, hein, c'est quand même de gagner de la vitesse, hein. Donc il faut choisir U dans le bon sens, hein. Donc il faut que Q fois U soit positif. Bah, du coup, oui, non, après tout, je peux aussi l'écrire différemment. En fait, Q fois U doit être positif. Sinon, vous allez pas accélérer votre particule. Quand vous avez une équation comme ça, bah, vous reconnaissez tout de suite une suite arithmétique. Hein, V de n carré, bah, c'est V de n moins 1 au carré plus quelque chose qui est constant, et c'est toujours la même chose. Donc vous n'avez pas de mal à montrer, je vous laisse vous convaincre de ça. En fait, V de n carré, c'est n fois 2Q fois U sur M. Je suppose que lorsqu'on injecte les particules, elles ont une vitesse ou une énergie cinétique complètement négligeable, ce qui fait que quand n égale à 0, on peut considérer que V0 est nul. D'accord? Donc, peut-être l'écrire, hein. Condition initiale. On prend V de 0 qui est nul. Et du coup, quand je prends la racine, bah, je vais tout de suite le faire, hein. Donc j'enlève le carré. On a ce résultat-là. Donc c'est un résultat qu'on obtient très rapidement. Donc en fait, la vitesse au bout de n accélération, elle vérifie juste ça. Il y a juste à vérifier que, effectivement, le temps pour faire un demi-tour, c'est toujours le même. Ça, c'est important, parce que c'est ce qui fait que cet accélérateur est intéressant. Donc le temps pour faire un demi-tour, bah, je vais le faire ici, hein. Le temps pour faire un demi-tour, c'est égal à quoi? C'est égal à pi fois le rayon de la trajectoire. Donc le rayon, là je mets R de n, puisque évidemment à chaque fois que j'accélère,
j'aurai un rayon différent. Pi fois r de n, donc c'est en fait une demi-circonférence, hein, divisé par la vitesse. Mais on a vu précédemment que pour le rayon de la trajectoire circulaire, vérifie ceci. C'est la masse fois la vitesse n sur, ici c'est Vn, sur QB fois V de n, que je recopie. Et là, tout va bien, parce que V de n, il se simplifie. Donc ce que je remarque, c'est que T pour un demi-tour, et ben en fait, il dépend que de paramètres constants. Le champ magnétique, il est constant, la masse de la particule est constante, sa charge aussi. Donc tout va bien, en fait. Tout va bien. Le temps pour faire un demi-tour, c'est toujours le même. Ce qui fait que la fréquence à laquelle je dois changer la tension, ben, en fait, elle est constante. Et donc tout va très bien, c'est, on va dire, facile à mettre en œuvre, hein. C'est dans les années 30, hein, vers 1932, je crois, l'accélérateur de Lagrange. Et du coup, ça marche très bien, ce genre de dispositif. Alors, où est-ce qu'on va les trouver, ce genre d'accélérateur? Eh ben, par exemple, dans des hôpitaux, hein. Vous avez certaines thérapies où vous allez bombarder, en fait, une tumeur. Je crois aussi qu'on peut préparer des échantillons avec de ce type d'accélérateur. Donc là, je vous laisse vérifier, mais je dis peut-être une bêtise. Vous allez également trouver ce genre d'accélérateur dans les laboratoires de recherche, hein, donc pour faire de la recherche fondamentale. Vous trouvez aussi ce genre d'accélérateur pour caractériser des échantillons. Donc en fait, pour caractériser un échantillon, en fait, on va le bombarder avec des particules. Donc la caractérisation que nous, on connaît bien, bah, c'est l'échantillon qu'on regarde, il est bombardé par des photons. Et du coup, bah, on peut voir en fait l'échantillon. Il faut imaginer qu'en fait, on peut faire ça avec toutes sortes de particules et être capable de faire des analyses en choisissant bien ces particules. Donc évidemment, vous allez toujours retrouver ce genre d'installation. Elles sont assez encombrantes, donc dans des labos qui sont assez gigantesques. Et ça peut même être très 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 encombrant. Si on prend le grand collisionneur du CERN, qui fait 27 km de circonférence, donc je vous laisse imaginer. Et ben c'est pas l'accélérateur de l'avance, mais on va dire que c'est un peu la même idée. C'est de tourner, hein, que les particules fassent une trajectoire circulaire et ils arrivent à les accélérer comme ça sur cette trajectoire circulaire. Le désavantage de ce type d'accélérateur, c'est évidemment, il y a juste un petit problème. Il y a l'accélération qui fait gagner de la vitesse à la charge, donc ça c'est très bien. Mais lorsque la particule fait demi-tour, elle est aussi accélérée, mais elle ne gagne pas de la vitesse. Et ça c'est très embêtant pour une raison très simple, c'est que vous allez voir un peu plus tard que toute particule chargée qui est accélérée rayonne de l'énergie, rayonne des ondes électromagnétiques. Ça veut dire que vous donnez de l'énergie, enfin de la vitesse à votre charge, elle gagne de la vitesse, mais le problème c'est que quand elle fait demi-tour, elle est aussi accélérée et elle va émettre des ondes électromagnétiques et perdre de l'énergie. Donc tant que ça ne va pas trop vite, on va dire que le rayonnement, il est, on va dire, pas suffisant pour entraver le fonctionnement normal de l'accélérateur. Donc la particule, elle est effectivement accélérée. Mais si ça va trop vite, hein, le problème, c'est que vous allez commencer à émettre plus d'énergie que vous n'avez donné à la particule. Donc avec ce type d'accélérateur, en fait, on est limité à cause de ça en vitesse de sortie des particules. Hein, on ne peut pas avoir des vitesses aussi grandes qu'on veut. Et si on veut limiter l'accélération des particules dans les trajectoires circulaires, il y a une solution très simple que vous connaissez bien quand vous êtes en voiture, hein, l'épingle, le virage en épingle dans un col de montagne que vous prenez à 10 km/h et déjà vous trouvez que ça va vite. À l'inverse, vous avez sur l'autoroute le grand virage avec un rayon de courbure de plusieurs kilomètres, hein, où là on fait le virage tranquillement à 130 et on sent même pas l'accélération.
Et ben, c'est un petit peu le même principe. Si vous augmentez le rayon, hein, donc au lieu de prendre quelques dizaines de centimètres, ben, vous commencez à compter en kilomètres, et ben, vous pouvez vous arranger pour que l'accélération, lorsque vous faites la trajectoire circulaire, est suffisamment faible, et ce qui fait que vous pouvez comme ça atteindre des vitesses absolument gigantesques. Et bah, c'est ce qui se passe quand vous avez un cercle de 27 km de circonférence. Et ben, effectivement, vous avez, je crois que les protons, ils atteignent quasiment la vitesse de la lumière. Hein, ils sont à 99% de la vitesse de la lumière. Donc ils sont quasiment, voilà, c'est absolument gigantesque. Donc, et c'est pour ça que cet accélérateur, il est aussi grand. Hein. Il est aussi grand, c'est juste, enfin, c'est notamment à cause de ça. Voilà, j'ai fini avec l'accélérateur de la France, et donc je vais aborder la dernière partie. Non, j'ai encore deux parties, pardon. Je vais parler des aurores boréales, et après je parlerai des microscopes, du microscope électronique à balayage. Donc dans cette troisième application, alors c'est pas une vraie application, hein, c'est plutôt, on va discuter un peu des aurores boréales. Alors je vais utiliser un résultat que vous allez admettre, qui est, donc je prends un petit peu d'avance dans le cours. Si vous prenez un circuit électrique, voilà, vous avez ouais, un courant qui passe dedans, et vous avez un champ magnétique ouais, qui est créé par un aimant. On va dire que l'aimant, il est là. Donc vous avez un aimant. Donc pôle nord, pôle sud. Et là, hop. Donc ça c'est votre aimant. Donc il va créer un champ magnétique. Donc vous connaissez l'allure des lignes de champ, hein, créées par un aimant. Donc ça ressemble, ouais, on va dire qu'elles sont comme ça. Donc, et une partie des lignes de champ passe dans le circuit. Évidemment, si vous regardez, lorsque le circuit va s'éloigner, enfin si j'éloigne le circuit de l'aimant, qui est là, et évidemment le champ magnétique il va être moins intense, hein, le champ magnétique qui passe dedans. Je fais encore une ligne de champ. Il va être évidemment moins intense puisque je m'éloigne de l'aimant. Et en fait, vous avez une loi qui vous dit que quand vous avez un circuit comme ça, il va toujours réagir pour s'opposer à la variation du flux magnétique, du flux du champ magnétique dans le circuit. Alors le flux du champ magnétique, pour dire les choses simplement, c'est B fois la surface. Donc là, je ne rentre pas dans les détails. Hein. On va dire, je réserve ça pour le cours sur l'induction. Donc le circuit va toujours réagir pour s'opposer à la variation du flux. Donc le courant dans le circuit va toujours réagir, bon, je le dis avec mes mots, hein, pour s'opposer à la variation du flux. C'est quelque chose qui est quand même se comprend assez bien. Parce que j'ai envie de dire, vous êtes un petit peu comme ça dans la vie de tous les jours. Bon, je m'explique. Ça mérite quelques explications. Champ magnétique à travers le circuit. Voilà. Voilà, donc je m'explique. Quand vous avez un système, c'est assez général finalement en physique, quand vous imposez une contrainte à un système, il va toujours réagir pour relaxer cette contrainte. Hein, donc l'exemple qu'on peut donner, c'est si on vous impose une contrainte, vous allez toujours vous arranger pour minimiser les effets de cette contrainte sur vous. Hein, on vous empêche de faire quelque chose, ben vous vous débrouillez pour
pour que cette contrainte vous embête le moins possible. On va dire donc dans ce sens-là, je pense que si vous relisez cette phrase avec ce que je viens de dire, bah, finalement c'est bon, il faut quand même l'admettre, mais on va dire que ce n'est pas très étonnant. Vous avez un circuit, et donc si le flux du champ magnétique diminue, le courant qui va s'établir dans le circuit, il va s'opposer à cette diminution. Inversement, si le flux du champ magnétique il augmente, donc par exemple si je rapproche le circuit de l'aimant, le champ magnétique il est plus intense, donc le flux va certainement augmenter, et donc le circuit va réagir pour s'opposer à cette variation. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est maintenant vous imaginez qu'au lieu d'un circuit, en fait, c'est une particule qui tourne dans un champ magnétique. Donc ça, on a vu que c'est effectivement ce qui se passe. Donc, et je vais considérer le cas où le champ magnétique est quasi uniforme. Donc là, je vais parler un petit peu de ce qui se passe lorsque le champ magnétique il varie un petit peu, il est plus uniforme que ça. Et bien, ce qui va se passer, c'est que votre particule là, qui tourne, on va dire, c'est comme un circuit électrique. Voilà, c'est comme un circuit électrique. Donc là, vous voyez que c'est bon, je le dis comme ça, hein. Et donc, ce qui va se passer, c'est que lorsque la particule va se déplacer, elle va peut-être se retrouver dans une zone de champ magnétique plus fort ou plus faible. Et en fait, de la même façon que le circuit il réagit pour s'opposer à la variation du flux, bah, pour la particule, c'est pareil. Hein, la particule va se déplacer un petit peu différemment pour s'opposer en fait à l'équivalent d'une variation de flux. Et la variation du flux, voilà, c'est là que je voulais arriver. Si vous regardez le flux du champ magnétique, c'est le champ magnétique fois la surface. Hein, c'est comme pour le flux solaire. Hein, si j'augmente la surface, ben, le flux est le plus important. Hein, si je double la surface, le flux de lumière qui arrive, il est 2 fois plus grand. Donc le flux du champ magnétique, c'est le champ magnétique fois la surface, pour dire les choses simplement. Et si je prends une spire qui est circulaire, hein, ça tombe bien, ma charge dans un champ magnétique, en gros, elle fait une trajectoire circulaire, et ben c'est en gros B fois le rayon au carré. Eh bien, la particule, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut, le B en fait lui est imposé de l'extérieur, elle peut s'arranger pour avoir une trajectoire circulaire de rayon plus petit ou plus grand, de telle sorte pour s'opposer à la variation de B. Donc en fait, ce que réussit à faire la particule, donc c'est pas exactement constant, hein, mais vous avez, parce que si on fait les calculs en entier, on voit que c'est pas exactement constant. En gros, vous avez ceci. Le champ magnétique fois le rayon de la trajectoire de votre particule au carré, c'est à peu près une constante. Hein, c'est en m'inspirant de ça. Et donc ça, on l'admet. Donc j'ai essayé d'expliquer un petit peu avec les mains. Hein, donc je prends un petit peu d'avance hein, par rapport au cours, mais j'explique un petit peu avec les mains ce résultat que je vais utiliser dans un instant. Voilà, donc là, ce que vous avez ici, c'est une trajectoire d'une particule, et en forme ça fait une sorte de tonneau. Et ce que fait la particule, en fait, c'est qu'elle tourne, elle se déplace suivant l'axe vertical, donc le rayon de la trajectoire, il augmente, et puis il rediminue, et en fait, la trajectoire, elle fait demi-tour, puis elle fait demi-tour, et ainsi de suite. En fait, elle est piégée suivant cet axe-là. Donc, si on néglige tous les frottements et ad vitam aeternam, ben, la particule, elle fait ce mouvement-là, elle fait des allers-retours, en fait, en tournant, suivant l'axe vertical. Alors, comment c'est possible, ce truc-là? Ben, en fait, vous avez des zones de champ magnétique forts qui se trouvent au-dessus et en dessous. C'est-à-dire que vous avez certainement une source de champ magnétique là et là, hein, des bobinages par exemple, et ce qui fait que le champ magnétique est assez fort près des bobinages et il est plus faible au centre. Et donc, en gros, vous avez un champ magnétique qui est uniforme, quasi uniforme, mais il varie un petit peu. C'est-à-dire que quand je m'éloigne, quand je monte un petit peu, il est un petit peu plus fort, le champ magnétique. Et lorsque je descends un petit peu, il est aussi plus fort. Et ce que vous avez, alors, le mouvement de la particule, je vais le décomposer en deux. Vous avez la vitesse, donc ça, j'ai déjà donné les notations, c'est la vitesse parallèle de la particule. Donc là, on voit que la vitesse suivant le champ magnétique, elle n'est pas très grande. Hein. En gros, la particule, ce qu'elle fait surtout, c'est qu'elle tourne et elle se déplace un petit peu suivant cet axe-là. Et vous avez la vitesse dans le plan
perpendiculaire que je vais aller représenter comme ça. Et là-dedans, vous avez V perpendiculaire. Donc je ne représente pas la force puisque la particule, elle tourne, donc la vitesse, elle peut prendre n'importe quel tracé dans le plan qui est ici. Et donc, ce que je vais déjà écrire, c'est que l'énergie cinétique de ma particule, je sais que ne change pas. Hein. Le champ magnétique n'est pas capable d'accélérer ou de ralentir la particule. Donc, je peux déjà écrire ça. Donc, le calcul que je suis en train de faire, hein, c'est pour vous expliquer pourquoi on a piégeage de la particule. Pourquoi la particule, elle est bloquée, en fait, dans cette zone-là. Eh ben, l'énergie cinétique, je sais qu'elle est constante. Je sais qu'elle est constante et elle est composée de la vitesse qui est suivant le champ magnétique, plus, c'est Pythagore hein, que j'utilise en fait. Hein. V au carré, c'est V parallèle au carré, plus la composante perpendiculaire au carré. Donc c'est simplement Pythagore. Donc on a ceci. On a également le rayon. On avait établi ce résultat. Alors ici, le V, c'est le V perpendiculaire sur QB. Alors je vais prendre la valeur absolue pour ne pas être embêté par le signe de Q. Et on a le résultat qu'on admet, hein, c'est le champ magnétique, la composante suivant l'axe vertical du champ magnétique. Alors pour faire simple, je l'appelle B. Voilà. Je devrais dire B suivant l'axe pour appeler Z, par exemple, BZ. Mais on va dire que je ne rentre pas dans les détails, je l'appelle B. Fois le rayon de la trajectoire au carré, c'est égal, alors c'est à peu près égal, c'est pas exactement égal, à une constante. Hein, donc c'est une loi de modération, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Hein, donc lorsque le champ magnétique varie, le système il réagit pour s'opposer à cette variation, pour le dire simplement. Et au niveau des calculs, ça s'écrit comme ça. Eh bien, avec ça, je suis capable d'expliquer qu'effectivement la particule, elle est obligée de faire demi-tour suivant l'axe vertical. En effet, si je prends ces deux équations-là, ce que je peux obtenir, voilà, c'est V perpendiculaire. Ça varie. Alors, ce que je peux faire, c'est le R qui est là. Donc ici, ça varie en 1 sur racine de B. Donc V, ça varie en racine de B. Donc V perpendiculaire, c'est le V qui est comme ceci. C'est pour la rotation. Ce qu'on peut dire aussi, c'est dans le même temps, c'est que du coup R, ça varie. Puisque c'est MV sur QB en 1 sur racine de B. Voilà. Donc là, c'est bon, j'ai tous les ingrédients. Je sais que ça, c'est constant, alors je vais peut-être le réécrire pour que ce soit... Je peux l'écrire comme ça va être plus simple. Voilà, oui, ça va être plus simple de l'écrire comme ça. Donc tous les résultats importants, ils sont là. Lorsque le champ magnétique et lorsque la particule donc, tourne, et puis elle se déplace un petit peu, elle fait une trajectoire en tire-bouchon. C'est ce qu'on aurait si B était parfaitement uniforme. Lorsque la particule arrive dans la zone de champ magnétique fort, elle tourne plus vite. Elle tourne plus vite, c'est en racine de B, et le rayon, lui, il diminue. Hein, donc là, lorsque la particule, voilà, B, là, il augmente. Quand la particule se déplace vers le haut, vers les zones de champ fort. Hein, c'est ce que j'avais
de départ, hein. Les zones de champ fort, c'est au-dessus et en dessous. Donc le rayon diminue, la vitesse augmente. Donc bon, jusque-là, tout va bien, mais si ce truc-là augmente, il ne peut pas augmenter indéfiniment. Pourquoi? Parce que je lui ajoute quelque chose de positif, et ça doit être égal à une constante. Donc si vous dites qu'un truc plus un autre truc positif, c'est égal à une constante, ça veut dire que lui ne peut pas augmenter indéfiniment. En fait, sa valeur maximale, c'est lorsque celle-là s'annule. Mais V parallèle qui s'annule, ça veut dire quoi? V parallèle qui s'annule, ça veut dire la particule a une trajectoire circulaire, mais n'avance plus. Un V parallèle suivant cet axe-là. Mais en fait, la particule, elle ne reste pas là, elle fait demi-tour. Et je me retrouve de nouveau dans une zone de champ fort, mais de l'autre côté. Donc c'est exactement le même raisonnement, hein. La particule, ce qu'elle fait, c'est qu'au bout d'un moment, elle s'arrête et elle refait demi-tour. Elle s'arrête et elle refait demi-tour, et ainsi de suite. Donc on a cette forme-là, on va dire typique de la trajectoire. Et tant que le champ magnétique varie faiblement, hein, on va dire que le champ magnétique, là, il est quasiment uniforme. Il est quasiment uniforme. Et bien tout ça, c'est cohérent. Hein. Et si on prend un champ magnétique qui n'est pas assez uniforme, entre guillemets, hein, qui varie trop vite, la validité de ces calculs ces calculs-là commencent à être pris en défaut, notamment cette partie-là. Cette partie-là, en plus, la trajectoire, elle est plus si circulaire que ça. Donc évidemment, tout ce que j'ai raconté là, tout ce qui est écrit là, n'est valable que si le champ magnétique est quasiment uniforme et varie un petit peu. Hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même il y a des zones où il est un petit peu plus fort, des zones où il est un petit peu moins fort, mais en gros, en première approximation, il est quasi uniforme. Voilà, donc une fois que j'ai raconté tout ça, je vais m'intéresser à ce qui se passe autour de la Terre, hein, puisque la Terre produit son propre champ magnétique, et vous avez en fait, ça piège des particules chargées autour de la Terre. Alors, avant de parler des aurores boréales, j'ai préparé une petite animation pour que vous visualisiez un petit peu mieux ce qui se passe. Donc là, vous avez donc en trait noir, là, et le trait s'amenuise au fur et à mesure que la particule avance. Hein, donc tout ça, c'est un guide pour l'œil. En vert, ce que vous avez, c'est les lignes de champ. Donc les zones de champ fort, c'est au niveau des spires qui sont tracées en rouge. Hein. Donc en fait, vous prenez un fil en forme de cercle et vous faites passer un courant dedans. Et donc c'est forcément à proximité des spires que le champ magnétique est le plus fort. Alors le champ magnétique, il est quasiment uniforme. Alors comment on voit ça? En fait, c'est les lignes de champ qui sont tracées en vert, sont quasiment rectilignes. En fait, elles seraient parfaitement rectilignes si le champ était uniforme. Et là, on voit clairement que la particule, elle est piégée. Hein. Dès que la particule s'approche, donc en gros, elle tourne, mais dès que la particule s'approche trop des zones de champ fort, en fait, elle fait demi-tour et elle reste piégée dans les zones de champ faible, on va dire. Et on va voir ce que ça donne pour ce qui est de la Terre. Donc là, je vais vous montrer le résultat et puis on va discuter de tout ça. Voilà, donc là, vous avez la planète Terre. Ce que vous avez en rouge, c'est des lignes de champ. Vous savez que la Terre produit un champ magnétique. Et d'ailleurs, on va voir que c'est pour ça que ça nous protège, en fait. Ça nous protège du vent solaire. S'il n'y avait pas de champ magnétique, en fait, le vent solaire balayerait l'atmosphère et puis je ne serais même pas là pour en parler, et vous non plus d'ailleurs pour écouter. Et ce que vous avez en vert, c'est la trajectoire d'une particule chargée. Donc en gros, la particule chargée, alors quand vous regardez la trajectoire, c'est un peu bizarre, mais en fait, si vous regardez bien, la trajectoire, en fait, ce qui se passe, c'est que vous prenez ce que je vous ai montré juste avant, et plutôt que de prendre les deux spires, en fait, on va dire, vous tordez un peu l'ensemble. Et ce qui fait que la particule, elle va tourner, mais cette fois-ci, elle fait demi-tour au niveau des zones de champ fort. Donc les zones de champ fort, on va les trouver où? Au niveau du pôle nord et du pôle sud. Donc c'est exactement ce que vous voyez. En fait, vous avez une particule qui a atteint presque le pôle nord, puis pôle sud, pôle nord, pôle sud, et qui est piégé en fait dans les lignes de champ, champ magnétique de la Terre.
Et ce que montre la simulation, c'est que vous avez une dérive de la particule. C'est-à-dire que en même temps qu'elle fait des allers-retours, elle se décale un petit peu, soit vers l'est, suivant sa charge. Et la simulation que je vais vous montrer dans un instant a été faite avec des particules. J'ai pris l'ordre de grandeur de la vitesse des particules qui viennent du vent solaire. Donc c'est à peu près, alors tenez-vous bien, c'est à peu près de 100 enfin non plus que ça, de 300 à 1000 km par seconde. Donc c'est des vitesses absolument gigantesques. Et dans la simulation que je vais vous montrer, j'ai pris les paramètres du champ magnétique terrestre. Donc c'est à peu près, donc, au niveau des ordres de grandeur, je suis pas trop mal. Et effectivement, ce qu'on va voir, c'est une particule qui fait pôle nord, pôle sud. Donc là, vous voyez en vert la particule, en rouge, c'est les lignes de champ. Et vous voyez la particule, là, on est quasiment, on doit être à peu près en temps réel, c'est à peu près ce que fait la particule, hein. Je vous rappelle qu'elle se déplace à 1000, là on recommence la simulation, 100 à 1000 km par seconde. Donc je vous laisse imaginer en combien de temps vous faites un tour du monde à cette vitesse-là. Et alors, donc les particules qui sont ainsi piégées, ben, du coup, ben, elles restent à proximité de la Terre. Et ça, c'est vraiment très important. C'est ce qui protège en fait notre atmosphère. Si vous avez une molécule qui s'approche, enfin, qui est trop haut dans l'atmosphère, donc qui potentiellement peut partir dans l'espace, hein, en fait, il y a de fortes chances qu'elle soit ionisée. Et une fois qu'elle est ionisée, en fait, elle est piégée par le champ magnétique. Elle ne peut plus s'en aller. Et donc, ici, le champ magnétique, en fait, est protecteur, hein. C'est ce qui fait qu'on a encore une atmosphère sur Terre. Alors, je vais vous montrer la même vidéo, mais cette fois-ci, je vais vous montrer ce que ça donne lorsqu'on zoome un petit peu sur la trajectoire. Parce que là, on ne voit pas forcément les détails, notamment quand elle fait demi-tour. Alors je vous montre la même simulation, mais cette fois-ci on zoome un petit peu, enfin on zoome même beaucoup, sur l'allure de la trajectoire. Donc ce que vous voyez, c'est que les particules en gros suivent les lignes de champ. Hein, donc c'est-à-dire que localement la particule en fait elle ne voit pas la courbure de la Terre, hein. C'est-à-dire que localement le champ il est quasi uniforme. Et là on a demi-tour, hein, et on voit, alors on voit pas très bien, mais en fait le rayon il diminue et la particule, vous voyez, elle tourne de plus en plus vite. Et elle repart dans l'autre sens. Et ce que vous voyez, c'est que vous avez une dérive ici vers l'est. Et j'ai pris les paramètres du champ magnétique terrestre. J'ai pris une particule qui fait 60 masses atomiques. Donc ça, bon, j'ai pris un peu au hasard, hein. Mais en tout cas, j'ai les bons ordres de grandeur, hein. La particule, là, elle a une vitesse initiale d'à peu près 700 km par seconde. Hein, donc, d'ailleurs, on voit qu'effectivement, elle fait pôle nord, pôle sud en très peu de temps. La vitesse que vous voyez là, c'est à peu près la vitesse de la particule en réel. Donc voilà pour, la trajectoire d'une particule chargée autour de la Terre. Et là, la particule, elle est à peu près à 6000 km de la Terre. Hein, donc elle est vraiment très loin de la Terre. Et il arrive parfois que ces particules en fait, s'approchent de l'atmosphère. Et que se passe-t-il? Et ça va plutôt se passer au niveau des pôles, hein. Vous avez compris que les particules, elles font demi-tour, le demi-tour se fait plutôt au niveau des pôles. Et lorsque la particule a suffisamment de vitesse et s'approche bien de la Terre comme il faut avec les bonnes conditions initiales, dirons-nous, eh bien, en fait, la particule, elle peut quasiment atteindre l'atmosphère de la Terre et se retrouver, en fait, par collision, piégée. En fait, elle est arrêtée, cette particule, par interaction avec l'atmosphère terrestre. Et toutes ces particules chargées qui se retrouvent au niveau des pôles, en fait, c'est l'origine des aurores boréales. Hein, donc si vous avez d'autres planètes dans le système solaire, hein, où vous pouvez observer des aurores boréales, hein, ça veut dire que ces planètes-là ont aussi un champ magnétique qui est produit par la planète. Voilà pour ce point. Et donc je passe au dernier point. Comment est-ce qu'on peut faire de l'optique avec des électrons?
Voilà, je passe à la dernière application, la microscopie électronique. Donc l'idée, c'est de faire de l'optique, mais cette fois-ci, on remplace les photons par des électrons. L'intérêt, c'est que en fait, on va augmenter considérablement la résolution du microscope. La mise en œuvre est un petit peu plus délicate parce que, évidemment, les échantillons, il faut qu'ils soient sous vide parce que les électrons, ils ne peuvent, ils peuvent pas se déplacer dans l'atmosphère, ils vont forcément être capturés par les molécules même d'un gaz résiduel. Vous avez différents types de microscopes. Vous avez des microscopes à transmission. Donc en fait, les électrons traversent l'échantillon. Et vous avez des microscopies, la microscopie électronique à balayage. Et l'idée, c'est on va focaliser un faisceau d'électrons sur un échantillon. Donc on va le bombarder en fait. Et on met un capteur à côté de l'échantillon. Et la zone que l'on bombarde, elle doit être très petite. Et le capteur, en fait, va capter des électrons diffusés, ou enfin le produit en fait de l'interaction d'électrons avec la matière. Et l'idée, c'est de balayer, microscopie électronique à balayage. Donc le faisceau d'électrons est focalisé à un endroit de l'échantillon, et je vais balayer comme ça mon échantillon. Mais finalement, dans les deux types de microscopie, l'idée, c'est qu'on a besoin de lentilles, en fait, qui sont capables de focaliser un faisceau d'électrons, comme le font les lentilles en optique, hein, avec la lumière. Donc là, vous avez, en fait, pour faire une lentille en microscopie électronique, donc on va dire, là je vous montre la version 1, hein, c'est certainement un petit peu plus compliqué que ça dans les microscopies électroniques professionnelles, dirons-nous. Eh bien, vous prenez simplement une spire, vous faites passer un courant dedans. Et quand vous avez ici quelques trajectoires d'électrons, vous avez les électrons là, qui partent, je vais y arriver, voilà, qui partent d'ici, qui partent d'un point. Et alors vous avez ici en fait c'est exactement la même simulation, mais vue de deux angles différents. C'est deux angles de vue différents, hein. Et les électrons, vous avez 3 électrons qui prennent 3 directions différentes. Ils passent à travers la spire, donc on va l'appeler du coup lentille magnétique, et on voit que ces électrons se refocalisent au même endroit après la lentille, comme le feraient des photons à travers une lentille. Et donc du coup on peut faire de l'optique, de l'équivalent de l'optique avec des électrons. Et donc c'est le principe de ces microscopes-là. Et donc la résolution typique en microscopie électronique à balayage, on descend au nanomètre, enfin à peu près au nanomètre, sans trop d'encombre. Et je crois qu'avec les microscopes à transmission, on peut encore descendre en dessous. Avec beaucoup d'expertise, je crois qu'on arrive même à avoir des rangées d'atomes, hein. C'est vraiment extraordinaire ce qu'on arrive à faire avec ce type d'instrument. Hein, l'idée, pourquoi c'est possible? Parce qu'en fait, les électrons, vous pouvez les accélérer comme vous voulez. Et suivant la vitesse qu'ils ont au moment où ils interagissent avec la matière, eh ben, vous allez être plus ou moins précis. Voilà, donc j'ai fait à peu près pas à peu près, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire sur ce cours-là. On a vu champ électrique uniforme et constant, champ magnétique uniforme et constant. On a vu quelques applications et aussi que se passe-t-il lorsque le champ magnétique n'est pas si uniforme que ça. Et on a vu qu'il y a un effet de piégeage possible des particules chargées et ça peut expliquer certains phénomènes que vous connaissez bien comme les aurores boréales. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.